Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Définir sa stratégie commerciale. Quelque part, cette vidéo fait suite à celle qui était consacrée à la présentation de son entreprise. On va y retrouver et réutiliser un certain nombre d'éléments. Sa stratégie commerciale, évidemment, c'est savoir l'expliquer à ses collaborateurs et notamment à ses commerciaux et à ses managers commerciaux lorsqu'on est dans une entreprise un petit peu structurée avec du management de proximité. Et puis, bien sûr, être capable de mettre en œuvre cette stratégie, puisque c'est ce qui va conditionner la réussite de votre business et souvent la pérennité de votre structure. Quelle que soit votre entreprise, quels que soient les produits qui sont vendus, quels que soient les services que vous proposez, il va falloir que vous soyez capable de vendre votre production. Alors, vendre votre production, ça veut dire être capable de définir son marché, ça veut dire savoir comment on va occuper ce marché, comment on va anticiper sur les résultats. Alors c'est très important cette anticipation pour deux raisons. D'abord, c'est ce qui va vous permettre de dimensionner votre outil de production ou votre stock, par exemple. Également, c'est ce qui va conditionner toute votre démarche et votre stratégie financière qui reste quand même, quoi qu'on en dise, au cœur de la pérennité des entreprises et de la qualité de gestion. Également, il va falloir corriger les erreurs ou en tout cas les difficultés d'appréciation que vous aurez pu avoir au départ et puis accroître la performance de votre entreprise par le développement et la performance de la stratégie commerciale que vous allez mettre en place. Alors, comment construire sa stratégie commerciale? D'abord avec une démarche professionnelle, ça ne s'improvise pas. Il y a des méthodes, je vais vous donner cette méthode ainsi que les différentes étapes qu'il faudra respecter. Les choses n'arrivent pas directement par un coup de baguette magique, elles se construisent à partir d'éléments qui sont factuels. Il faut rien omettre d'essentiel parce qu'un oubli important, évidemment, ça va être un trou dans la raquette et vous allez forcément, au moment des résultats, vous apercevoir qu'il vous manque un certain nombre de choses. Et puis, pour mettre cette stratégie en place, il faut une démarche. Je vous l'explique dans les 3 slides qui viennent, avec des outils fondamentaux qui sont certes pas totalement exhaustifs, mais si vous suivez cette démarche, vous allez pouvoir construire quelque chose de professionnel, de méthodique, de sérieux et qui va fonctionner. Vous vous rappelez de la vidéo précédente qui était intitulée Présenter sa boîte en un slide. Je vais reprendre un élément. Cet élément, c'est le marché sur lequel vous êtes installé. Pour ce marché, vous fabriquez des produits ou des services, ce qui vous permet de mettre en place une méthode pour aller vendre ces produits et ces services sur le marché et de dépend de cette méthode une organisation que vous pourrez d'ailleurs présenter à vos différents partenaires mais que vous avez dimensionné en fonction des méthodes qui vous permettent de vendre les produits sur le marché, tout est lié. Alors, quelle méthode va vous permettre de construire cette... Eh bien, au départ, il y a le marché. Le marché, c'est la raison parfois pour laquelle vous avez construit votre entreprise, racheté, fusionné avec une autre. Et ce marché, il va y avoir pour l'étudier 3 questions à se poser. Au total de cette méthode, nous aurons donc 6 étapes, et nous aurons à chaque fois 3 questions essentielles, soit 18 questions, 18 segments à méditer ou en tout cas pour lequel nous devons trouver des réponses concrètes. Alors ce marché, il va falloir d'abord le segmenter. Alors le segmenter, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tous nos clients ne sont pas identiques, ils ne rentrent pas tous forcément dans le même moule, et donc il va falloir peut-être mettre des stratégies qui vont être différentes en fonction du type de clientèle. Alors la segmentation, elle peut être diverse et multiple, hein. Ça peut être d'un côté les entreprises du service public, de l'autre côté les entreprises privées. Ça peut être les grandes entreprises, les petites entreprises. Ça peut être un secteur d'activité, par exemple le médical, l'industrie, etc. Si je vais travailler par rapport à du grand public, donc dans du B2C, ma segmentation peut se faire selon le pouvoir d'achat.
On a du CSP+, on a des gens dont le financement est un petit peu plus contraint. Ça peut être par rapport à des tranches d'âge, je m'installe dans un quartier où le niveau d'âge est plutôt élevé, ou au contraire dans une ville où c'est très jeune, etc. Cette segmentation va me permettre de connaître ma clientèle. Alors, elle sera jamais parfaite au départ, même les grandes entreprises avec des grosses études de marché ont beaucoup de mal à mettre en place très rapidement une segmentation qui est juste, mais on la commence et on l'affinera par la suite. Ce qui est intéressant dans cette segmentation, c'est que pour chaque segment, cela va nous permettre d'apprécier le potentiel. Donc le potentiel, ça va représenter quelque part mon espoir. Alors par rapport à ce potentiel, quelle est la partie de ce potentiel que je compte exploiter? 1%, 5%, 10%, 3%. Qu'est-ce que je pense que je peux acquérir en termes de clients par rapport au segment que j'ai défini et par rapport au potentiel que chacun représente. Évidemment, ce segment et ce potentiel va m'amener à mettre en place une sectorisation. Cette sectorisation va permettre à mes commerciaux et à mon action commerciale de se cibler. Alors la sectorisation, elle peut être géographique, un département, une ville, une région, etc., un quartier même, parfois, selon le produit que l'on vend. Mais la sectorisation, elle peut être aussi, j'allais dire, verticalisée. Ça peut être toutes les entreprises du service public. Ça peut être toutes les entreprises d'un secteur d'activité comme par exemple le tourisme. Ça peut être tous les restaurants, ça peut être toutes les pharmacies, etc. Comment je sectorise à partir d'une segmentation et d'un potentiel. Lorsque j'ai réalisé ce premier travail, je vais bien sûr mettre sur ces secteurs des femmes et des hommes. Et il faut que je me pose un certain nombre de bonnes questions. Comment je vais les recruter? Est-ce que je les recrute moi-même? Est-ce que je fais intervenir un cabinet spécialisé? Quel est le profil des femmes et des hommes que je veux recruter? Quel est l'âge? Quelle est leur formation initiale? Quelle est leur expérience? Quelle est leur mentalité? Comment dire, valeur se réfèrent-ils? Également, il va falloir que je définisse ma formation. Est-ce que je les forme moi-même? Est-ce que je fais intervenir un organisme extérieur? À quoi je les forme? À mon offre, à mes produits, à mes techniques, aux techniques de vente, au marché? À quoi je les forme? Et puis, comment je les anime? À savoir, eh bien, est-ce que je suis dans une petite entreprise, peut-être le principal animateur de mes commerciaux, mais dans une entreprise un petit peu plus importante, est-ce que je vais avoir un directeur commercial, des chefs de vente, des responsables de secteur? Comment je vais les animer? Alors, pas simplement en termes de management, mais aussi comment je vais les animer en termes de motivation. Est-ce que je vais mettre en place des challenges? Est-ce que je vais mettre en place des concours? Est-ce que je vais mettre en place euh, des, euh, des perspectives de progression dans mon entreprise, des cadeaux qui vont faire que les femmes et les hommes que je vais embaucher sur ces secteurs d'activité vont être correctement animés. Ces femmes et ces hommes vont avoir une activité, à moi de la définir, bien sûr, en termes de méthode. Comment vont-ils travailler? Est-ce qu'ils vont travailler sur du coup pour réponse? Est-ce qu'ils vont travailler à partir de fichiers que je vais acheter? Est-ce qu'ils vont prendre leur rendez-vous eux-mêmes? Est-ce qu'on va dealer avec une société spécialisée dans la prise de rendez-vous pour leur fournir directement ces rendez-vous? Comment je vais faire? Comment je vais prospecter? Également, quelle va être la gestion du temps de mes commerciaux? C'est extrêmement important. Entre un commercial qui va voir un client par jour parce que les visites sont très longues, difficiles à préparer, ou le commercial qui va voir 8 clients dans sa journée, la gestion du temps n'est pas la même. Et forcément, derrière, les résultats seront différents. Donc, comment vont-ils gérer le temps sur le secteur que je leur ai donné, avec quelle méthode? Et comment je vais être au courant de ce qui s'est passé? Quel reporting va être mis en place? Alors, c'est un reporting bien sûr sur l'activité, combien de clients vus, mais également, on va le voir sur un petit peu plus loin, quel type de rendez-vous a été fait, quel était l'objectif du rendez-vous. Également, un reporting sur les clients. Quelles sont les informations que nous avons collectées sur les clients? C'est ma richesse d'entreprise. Je rémunère des femmes et des hommes pour aller sur le terrain, rencontrer des prospects et prendre de l'information. Cette information, il faut qu'elle me remonte, il faut qu'elle soit actualisée et stockée. Et peut-être me faut-il un outil. C'est le moment de me poser la question, quel est mon outil de gestion commerciale que je vais mettre en place?
Lorsque j'ai défini tout ça, eh bien, ça va me permettre de faire des prévisions. On l'a dit, les prévisions sont quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que derrière, on va faire un petit zoom sur ces prévisions. Trois questions. Quel est mon portefeuille d'affaires souhaité? Alors, est-ce que j'ai des grosses affaires? Est-ce que j'ai des petites affaires? Quel est le ratio petite affaire, grande affaire? Alors, il y a un certain nombre de normes qui courent, hein. On est un peu dans les 20-80. Il ne faut pas que j'ai que des grandes affaires, il ne faut pas que j'ai des petites, hein. Combien je veux de petites, de moyennes, de grandes? Donc, mon portefeuille d'affaires est important parce que aussi géniaux soient mes commerciaux, aussi formidables soient mes produits, aucune prévision de commande ne sera fiable tant que je n'ai pas de clients rencontrés, de clients ayant reçu des propositions, de clients qui commencent à être séduits, de clients qui sont en phase de réflexion. C'est là mon portefeuille d'affaires. Quel est le ratio? On va en reparler. Le ratio, c'est le taux de transformation. J'ai 10 affaires, combien j'en signe sur les 10? J'ai identifié 10 affaires, 10 besoins, 10 clients. Combien je vais en signer? À combien de clients je vais remettre des propositions? Et combien vont signer derrière? C'est extrêmement important parce que c'est la mesure de l'efficacité, c'est la mesure de l'efficacité de ma méthode et de l'efficacité de mes commerciaux. Évidemment, tout ça va déboucher sur des prévisions de commandes. J'ai un portefeuille d'affaires, j'applique un ratio. Quelles sont les prévisions de commandes sur lesquelles je peux m'appuyer? Voyons un zoom justement sur ces prévisions. Parce que c'est extrêmement important. Donc le portefeuille, le ratio, les prévisions, voilà un petit schéma qui va vous permettre de réfléchir et de créer vos prévisions de commandes. À gauche, j'ai mis de façon verticale mes clients, client 1, client 2, client 3, etc. J'ai l'ensemble de mes clients. Et au-dessus, j'ai le nombre de rendez-vous nécessaires pour réaliser une affaire. Là, j'en ai mis 3, mais ça peut être 4, 5 ou simplement 2 ou 1 si je fais du one shot. Ce qui est important, c'est de qualifier la nature de ces rendez-vous. Par exemple, mon R1, je peux dire que c'est un rendez-vous de prospection dans lequel je analyse le besoin de mon prospect. Le rendez-vous R2, je reviens voir mon prospect avec une proposition. Il y aura ensuite des échanges sur cette proposition, des ajustements qui seront nécessaires et je reviendrai par exemple dans un rendez-vous R3 pour réaliser une signature du contrat. Évidemment, le travail en ratio, là, prend tout son sens. Combien me faut-il de rendez-vous en R1 pour avoir un R2? Combien de R2 pour avoir un R3? D'où cette lame de guillotine jaune que vous voyez, puisque j'aurai de toute façon moins de R2 que de R1 et mathématiquement moins de R3 que de R2, hélas. Mais c'est là que nous allons étudier ce taux, ce ratio, ce qui est le taux de transformation. Alors ce taux de transformation, il va me donner l'efficacité de ma méthode, il va me donner aussi l'efficacité de mes commerciaux et me permettre de comparer entre une méthode et une autre, un secteur d'activité et un autre, un commercial et un autre. Pourquoi tel commercial avec 10 R1 va faire 3 ventes en R3? Pourquoi l'autre avec 10 R1, il va en réaliser 7 ou 8? Donc ça m'amène à me poser un certain nombre de questions et nous entrons déjà là dans une notion de coaching de l'activité commerciale et des vendeurs. Revenons à la méthode. Donc j'ai des prévisions avec des prévisions de commandes qui sont fiabilisées par le système que nous venons de voir. Alors évidemment, quand je dis qu'elles sont fiabilisées, ce n'est pas une science exacte. D'autant plus si j'ai un vendeur, deux vendeurs, il y a peu de chances que mes prévisions soient extrêmement justes. Par contre, si j'en ai 10, si j'en ai 20, si j'en ai 100, si j'en ai 150, eh bien là, je rentre dans quelque chose qui est arithmétiquement de plus en plus exact. C'est-à-dire que mes prévisions de commandes sont de plus en plus justes. Derrière les prévisions de commandes et les ratios, il y a des résultats. Alors je vais les analyser en termes d'activité. J'avais prévu 10 visites par semaine et par vendeur. Est-ce que j'ai mes 10 visites? Alors évidemment, il ne s'agit pas que de compter les visites, mais on vient de voir ces visites, comment ont-elles été qualifiées? De quel type de rendez-vous s'agissait-il? Sur quel type de clientèle cette activité a-t-elle été menée? Est-ce que l'on est dans la segmentation que l'on avait prévue, dans la sectorisation que l'on avait demandé de mettre en place, ou est-ce qu'au contraire, cette activité nous montre un décalage par rapport à tout ça?
Quelle est la prise de commande? Est-ce que les chiffres sont là? Les chiffres par produit, les chiffres par secteur, les chiffres par segment de clientèle, est-ce qu'ils sont présents? Et bien sûr, quelle est la marge? Parce que peut-être que pour prendre les commandes, on est obligé de faire des efforts commerciaux considérables et que la marge n'est pas là. Et n'oublions pas que ce qui nous fait vivre, ce n'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est bien la marge qui va nous apporter l'énergie financière nécessaire pour nous développer. Bien sûr, derrière ce constat, on va mettre une analyse et un plan d'action. On a analysé, on a compris d'où viennent les écarts, pourquoi l'activité était pas là ou au contraire était excellente, pourquoi les commandes et la marge étaient conformes ou n'étaient pas conformes, comment on peut les améliorer et on va mettre en place un plan de progrès. Alors attention, méfions-nous des plans de progrès qui font beaucoup de bruit lorsque on les décide et puis qui ensuite eh bien, vont mourir lentement dans le quotidien. Il faut penser de suite avec le plan de progrès à mettre en place un suivi. Comment je vais constater que les choses se font sur le terrain ou pas et comment je vais pouvoir mettre en place les actions correctives sur mes propres actions correctives. Donc comment je vais pouvoir corriger mon plan de progrès. Et la boucle peut recommencer, je peux recorriger ma segmentation, réévaluer mon potentiel, regarder en termes de sectorisation s'il y a des choses qui fonctionnent mal, peut-être affiner mes recrutements, refaire de la formation, avoir une animation un petit peu différente pour avoir des méthodes, etc. etc. Et donc c'est une boucle qui va me permettre de m'améliorer au fur et à mesure du temps qui va passer. En synthèse, voilà la méthode, 6 étapes, 18 questions et 18 actions à mener au regard de ces 6 étapes. En mémoire, là-haut, vous avez le marché, le produit, les méthodes et l'organisation. En bas, également une référence à la précédente vidéo, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir. À chaque moment de ces étapes, nous pouvons nous poser ces questions. Quel est notre savoir, hein, quel est notre savoir-faire, comment on se comporte, et puis comment je communique, et puis le petit outil en termes de lame de guillotine, disons, qui va nous permettre de déterminer quel est le ratio du succès de nos commerciaux. Mettez en œuvre. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à faire des commentaires, je m'efforcerai d'y répondre. N'hésitez pas à liker, partagez si ça vous a intéressé, et puis pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.